avec les parents, tout soit repris sur des choses qui peuvent paraître simples, mais quand on est pris dans le chagrin, c'est compliqué de nommer les choses. Donc, nommer la perte d'un bébé, en tant que parent, vous avez peut-être été exposé à ça, ou vous le serez peut-être, d'un entourage qui va vous dire, tu ne leur en parles pas, tu dis rien, ça va les traumatiser. De toute façon, ils l'ont pas connu, il est même pas né ou il était tout petit, ça sert à rien de leur dire. Ça, on sait que c'est dramatique. Je peux juste vous transmettre les résultats des études qu'on a de gens qui vont pas bien dans leur vie d'adulte. Bah souvent, il y a ces histoires-là voilà, de deuil, de secret de famille, ou en tout cas de deuil bien enfoui dans l'histoire familiale, qui n'ont pas été nommés. Alors, comment annoncer qu'on a perdu le bébé à naître? C'est tellement violent parce qu'on est pris par le chagrin. Dans l'idéal, ça serait mieux si c'était un médecin qui pouvait l'annoncer, mais comme il y a rarement de médecins qui sont présents auprès de l'enfant à ce moment-là, si vous avez des enfants, en essayant d'être le plus simple possible, de trouver un moment, alors peut-être, je vais être très pragmatique, dans une pièce de vie, dans le salon, pas la chambre, parce que la chambre, c'est là où on dort, où on se recoucounine quand on n'est pas bien. Donc on évite les annonces difficiles dans les chambres, mais dans le salon qui est la pièce de vie, où on va montrer qu'on est ensemble autour du chagrin, pouvoir dire, bah voilà, maman ou papa, ou maman, papa, papa, on attendait un bébé, et en fonction du moment de la grossesse, et maman a vu le docteur qui s'occupe des bébés, et c'est le docteur, c'est très important, qui a entendu avec le stéthoscope, on explique que le cœur du bébé ne battait pas. Quand le bébé il est né, ça c'est une annonce un peu différente parce que quand l'enfant vit et décède quelques heures après, des fois le petit frère, la petite sœur, le grand frère, pardon, la grande sœur l'a vu, le médecin a dit le cœur s'est arrêté. Et Mhm. si on l'a prénommé, on le prénomme, est mort. En anténatal, on peut le dire, hein, c'est le constat, de toute façon, il est fait par des médecins. Même si on fait une fausse couche très précoce, c'est la gynécologue qui va dire oui, vous avez fait une fausse couche. Donc pouvoir dire voilà, le médecin a dit que le bébé, il était mort. Le bébé, le petit cœur du bébé, il n'a pas fonctionné. Même un tout petit bébé, il a un cœur. Le cœur, c'est important pour un enfant. Il perçoit mieux les choses. Et de bien lui dire que ça n'est pas de sa faute, que les tout petits bébés, bah, des fois, peut-être qu'il était très malade, c'est souvent le cas, hein, en anténatal, souvent il y a des malformations gravissimes et qui ne pouvait pas vivre, c'est pour ça qu'il est mort. Mais ça n'est pas de sa faute à lui, à l'enfant. Ça, c'est vraiment important de le lui dire. Et après, de voir avec lui comment on peut ritualiser. Alors, quand l'enfant, il est né vivant et qui décède après, ou il meurt juste à la naissance, où il y a un accouchement avec un bébé qui vient de mourir, il y a la reconnaissance dans l'état civil, on peut faire des rituels de deuil, donc on peut nommer l'enfant, le prénommer, et ça va changer aussi pour la fratrie. Il y a un prénom, il y a un nom. Et éventuellement, il y a des rituels, alors on pourra en parler, voir comment on peut participer, faire participer les enfants, mais c'est important le rituel pour les grands, pour les parents, c'est important pour les enfants que ça permet de poser le chagrin quelque part, de poser la peine. Ça permet de se dire quand on est mort, bah, on reste dans le cœur des uns, des autres. On a existé, ce petit bébé, il a pu exister quelques semaines, il a pu exister quelques heures après sa naissance ou en cours de grossesse, mais il a existé dans notre vie à nous, dans notre vie psychique, dans notre vie familiale, il a existé. Donc le rituel, il permet de faire une place à celui qui est mort, et ça, c'est très important. Le rituel, c'est un passage. On fait un passage entre la mort et la vie et la mort, et ça peut être des rituels très vivants. Il y a des enfants qui vont aller planter une petite fleur, un petit arbre, qui vont lancer des ballons, allumer une bougie. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour marquer ce moment-là, mais le marquer comme quelque chose qui, oui, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de tristesse, mais de signifier aux enfants qui sont là, qui sont déjà là, que la vie, elle est aussi faite de tristesse, de moments de chagrin, mais qu'on est là ensemble. Ça, c'est vraiment important, qu'ils se sentent pas seuls. Puis à la question des grossesses, peut-être qui viendront ou qui ne viendront pas, euh, avec souvent beaucoup de culpabilité des parents. Je disais à Nathalie avant de débuter que j'avais relu un article récemment sur un terme qui, moi, me
pose question, alors on pourra en parler, qui est souvent dit aux parents qui ont un enfant après, qui est celui de ce fameux mot d'enfant de remplacement. Et ça peut arriver, c'est très rare. Mais majoritairement, les parents qui ont d'autres enfants après la perte d'un bébé ou la perte d'un enfant qui est un petit peu plus grand, ils sont pas dans cette logique de remplacement. Parce que personne remplace personne. C'est la vie qui continue, c'est une autre petite vie qui va venir se construire dans la dynamique familiale. Et je pense que certains professionnels sont tellement pris par des réactions de défense par rapport à ces morts qu'ils n'arrivent pas à nommer, par rapport à ces deuils qui sont pour eux impensables parce qu'un bébé, ça meurt pas, qu'il y a une forme de culpabilisation des parents, souvent, qui est mise. Avec, il faut que vous attendiez un certain temps, il faut faire votre deuil avant d'avoir un nouvel enfant. Moi, je connais des parents qui ont perdu un bébé, qui ont eu une nouvelle grossesse 2, 3 ans après, et ça s'est super bien passé. D'autres, ça a été 10 ans après. Et c'est tellement variable. Donc, cette question de l'enfant de remplacement, ça laisserait penser que les parents font peser un poids émotionnel, identitaire, à l'enfant qui vient naître après. Oui, ça peut arriver, mais c'est absolument pas systématique. Ce qui arrive souvent, et alors on fait le lien certaines fois, c'est l'échographie, la première échographie de la nouvelle grossesse, de ce bébé à naître. Elle arrive à une date qui vient souvent résonner avec la grossesse précédente. C'est en tout cas des choses qu'on repère et qu'on repère pas alors qu'elles peuvent exister quand on a eu un premier bébé qui va bien, une seconde grossesse. On fait pas attention aux dates de la même façon. Mais certaines fois, bah, si on faisait attention, on se rendrait compte que, ah oui, tiens, la première écho, ça tombe pile poil au moment où j'avais appris à la cinquième écho, de la écho du 5e mois de mon aîné, le sexe. Donc les résonances, elles existent et comment dire, elles sont inévitables et présentes déjà dans les grossesses classiques quand on n'a pas perdu son enfant, mais encore plus, elles peuvent résonner tout particulièrement. Donc, ce bébé qui va naître, dans la simplicité, comme pour ses frères et sœurs, c'est de pouvoir lui parler peut-être dès la naissance, peut-être même quand on est encore enceinte, on parle à son bébé, euh, c'est de pouvoir lui dire qu'il arrive dans une fratrie, bah, il y a peut-être un grand frère, ou avant, et tu as eu un grand frère qui n'a pas vécu ou qui est mort tout petit, ou des fois il y a un grand frère qui est mort plus grand, on nomme celui qui est mort. C'est important et c'est absolument pas traumatogène. C'est-à-dire que le social, il est tellement gêné par rapport à ces deuils de tout petit qu'on culpabilise beaucoup les parents avec vraiment ce curseur de si vous, faut pas du tout en parler. Et puis si vous en parlez, vous allez le contaminer complètement et il pourra pas exister par lui-même. Donc les parents souvent ils trouvent bien le bon curseur. C'est le social qui met un poids vraiment très 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 fort. Et pour les fratries de pouvoir être accompagnées et que ça puisse être nommé, qu'on soit une fratrie aînée ou une fratrie à naître, ben on sait que dans la famille, il y a eu un petit bébé qui n'a pas eu le temps de vivre, des fois qui a vécu quelques heures, quelques jours, ou qui est mort avant d'être né, mais qui a existé dans la famille psychiquement qui était là. Et il y a des enfants, j'avais donné cet exemple à Nathalie quand on a discuté de la conférence. J'ai été sollicitée par une directrice d'école qui était tout en alerte et très inquiète parce que dans la classe de grande section, de CP, pardon, il y avait une petite fille au moment de la présentation aux camarades et tout, qui, du haut de ses 5 ans, 6 ans, se présente comme les copains-copines. Ben moi, j'ai deux petites sœurs et elles sont au ciel parce que la maman a perdu un bébé d'une malformation très grave à la naissance et le deuxième juste avant la naissance aussi. Dans un cas, il y a eu une interruption médicale de grossesse, dans l'autre cas, le bébé est mort-né. Donc dans les deux cas, les petites sœurs étaient décédées. Mais cette petite fille de 5 ans en parlait naturellement, avec un prénom. Et le fait qu'elle en parle naturellement, parce que la mort, ça fait partie de la vie, parce que elle est l'aînée d'une fratrie de trois, mais il y a deux petites sœurs qui sont au ciel, comme elle dit, ça gênait la maîtresse. Et la maîtresse ne voulait pas qu'elle en parle. Et donc, elle a fait un signalement, enfin, ça a pris des proportions assez incroyables.
mais c'est aussi lié au fait que dans les écoles, ils sont pas du tout préparés à ça. Ou certaines fois, on a un grand frère, une grande sœur qui décède, et l'année suivante, on met qu'on a notre grand frère, grande sœur, et l'école est capable de nous dire, mais non, t'as plus de frères et sœurs, t'es enfant unique. Donc, il y a un indicible par rapport à la mort qui est présent dans la société, mais encore plus autour du berceau. Donc, pouvoir nommer, on sait que ça aide les enfants et dans l'accompagnement d'adultes qui ont été exposés à la perte d'un petit frère ou d'un grand frère ou d'une grande sœur mort avant leur naissance, on se rend compte qu'ils vont bien quand c'est nommé, quand c'est dit. Et après, on peut ritualiser de différentes façons et c'est extrêmement important de pouvoir le faire. Donc, c'est un petit peu tout ça que je voulais vous dire. Alors, on peut bien évidemment parler des rituels autour des bébés, autour des berceaux. Les rituels, ils sont souvent à l'initiative des enfants. Les enfants, ils ont des fois des idées très très chouettes et des fois assez incroyables pour marquer quelque part le chagrin. Alors, quand on peut faire les funérailles, certaines fois, on disperse les cendres, certaines fois, il y a un columbarium, certaines fois, il y a un caveau. Tous les rituels funéraires qu'on peut faire sont possibles passer quand le bébé naît, il y a une déclaration à l'état civil, pardon. Par contre, pour toutes les périodes avant 14 semaines d'aménorrhée, on n'a pas le droit et on ne peut pas souvent récupérer le fœtus et on ne peut rien faire. Donc, on ritualise autrement. On peut se retrouver dans un endroit qu'on aime bien. Certaines fois, il y a des parents, je sais, qui mettent des plaques dans les cimetières en mémoire. On peut planter une petite fleur, on peut aller allumer une bougie qui s'envole. On peut ritualiser la façon de dire adieu, de dire au revoir, de penser à celui qui est plus là. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Mais vous voyez, la différence au niveau de la ritualisation sera adaptée selon ce que le social nous permet de faire. Quand on n'a pas le corps, ben, il faut qu'on invente comment est-ce qu'on peut faire pour ritualiser la perte de notre bébé dans ces circonstances-là. Donc voilà, moi ce que j'aurais envie de vous dire pour qu'on puisse avoir du temps pour échanger, c'est qu'il n'y a pas de... Je pense qu'il est important de ne pas hiérarchiser les deuils. Perdre son enfant, c'est toujours effroyable. Et quand on entend certaines fois des gens qui nous disent, vous l'avez pas connu, vous l'avez peu connu, bah, c'est pas ça qui aide parce que ça dénie la douleur du deuil, comme je le disais tout à l'heure. À chaque fois, c'est différent. Pour chaque personne, c'est différent. Ça fait partie des parcours de vie. Moi, j'appelle ça des fractures de vie. Les fractures, elles font mal. On apprend à vivre avec. Vous verrez peut-être, vous lirez peut-être dans des publications le travail de deuil, les étapes du travail de deuil. Alors, on parle plus du tout de ça maintenant parce que ces étapes-là, elles avaient été mises en place par une psy qui s'appelait Elisabeth Kubler-Ross pour les Occidentaux avec les différentes phases. J'y crois pas, je suis très en colère, je suis très effondrée et j'accepte. Je crois pas quand on a perdu son enfant qu'on n'accepte jamais. On apprend à vivre. On apprivoise l'absence. On fait des choses avec nos bras vides, d'autres choses. On remplit d'autres choses. Et on avance parce que souvent il y a d'autres enfants, parce que la mémoire de ce petit bébé, elle est aussi portée parce qu'on est encore vivant. Donc voilà, c'est tout ça que j'avais envie de vous dire pour qu'on puisse avoir du temps pour échanger. J'avais préparé des notes, mais je m'en suis pas servi, donc c'est pas très grave. Euh, Ce qui me semble important, c'est de qu'on soit papa, maman, peut-être aussi des fois, il y a peut-être des grands-parents qui nous écoutent ce soir, et qu'on soit un enfant petit, un enfant plus grand, c'est de s'autoriser à exister au-delà de la blessure, au-delà du chagrin mais à exister en faisant avec son chagrin. Je pense que dénier le chagrin, c'est pas ça qui va aider. Il est là, on a de la peine, c'est difficile. On sait qu'on va arriver à avancer. Quand on est soutenu, c'est mieux. Et grand merci au Point Rose d'être là. Mais voilà, c'est une reconnaissance de cette souffrance-là, de cette douleur-là qui me semble actuellement un enjeu sociétal essentiel pour aider les parents à nommer et être reconnus comme parents. Si même, ils sont même pas reconnus comme parents endeuillés, c'est compliqué. Et puis pouvoir faire que ces petits bébés qui sont plus là, qui ont existé à un moment donné, peut-être encore une fois peu de temps ou plus de temps, ça dépend des situations, ils ont été là dans nos vies, ils restent ancrés dans nos vies. Et c'est cet ancrage dans les vies des uns des autres qui fait qu'on est bien vivant et qu'on va vers la vie. Voilà.
Merci Hélène, parce que je pense vraiment que tout ce que tu nous as partagé va faire du bien à beaucoup de parents qui vont se sentir reconnus, compris, et compris avec autant de sensibilité, d'expérience et puis d'expertise. C'est-à-dire que tu as vraiment insisté que c'est pas traumatogène de parler de ce bébé qui n'est plus à ses frères et sœurs, présent à venir, et qu'au contraire, il y a quelque chose de très doux et de presque naturel. Moi, j'aime beaucoup quand tu dis, parce que ça, c'est aussi un vrai encouragement, qu'en plus, euh, ben, la mémoire de ce bébé, elle dépend aussi de ses parents, de ce qu'on en fait, de ce qu'on en dit. Et ça, c'est un vrai encouragement pour tous les parents de se dire, je peux encore quelque chose pour lui. Et pour moi, c'est pas encore, c'est essentiel. Parce que tant Mhm. que ces bébés existent pour leurs parents, ben, ils sont là, ils sont parmi nous. Et je sais que Sarah, qui est parmi nous, encourage beaucoup les parents à oser mettre leur bébé dans la lumière avec beaucoup de beaux rituels. Je pense au totem des bébés, Sarah, il y a Oui. autre chose. Alors, tu as, je pense, répondu à beaucoup de questions qui avait été soulevé auprès de Sarah, mais je vais passer la parole à Sarah pour voir si parmi les questions que tu avais eues, alors je crois que dans le fil, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup, mais dans celles qui t'avaient été envoyées, est-ce qu'il y en aurait que tu voudrais poser un peu plus précisément à Hélène? Euh, Bah déjà, merci Hélène pour tout ça parce que vraiment, c'était, je trouve, très intéressant et effectivement, je pense que ça, il y a beaucoup de choses qui ont parlé à beaucoup, beaucoup de parents parce que cette question un peu autour de la fratrie, c'est des questions qui reviennent très, très souvent. Donc, vraiment, déjà, un grand merci pour ça. Euh, je trouve aussi qu'on a fait, enfin, il y a vraiment beaucoup de questions qui ont été abordées déjà par toi. Après, il y a quelques questions que les parents alors se posaient. C'était vraiment un peu plus autour de ce qu'on appelle la grossesse d'après, la grossesse arc-en-ciel, euh, sur plus dans l'idée, on va dire, comment aborder cette grossesse d'après le plus sereinement possible, tout en ayant derrière la tête qu'en fait les parents ont extrêmement peur de faire porter au bébé qui vient après un espèce de trauma, de lui coller un truc sur le dos, voilà, parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils pleurent, parce ils ont encore le manque de ce bébé-là. Et les parents ont souvent cette peur en fait de faire porter quelque chose à ce bébé qui arrive après, qui est voilà, un bébé qui arrive, on sait que c'est la joie, c'est la vie qui revient, et c'est que les parents ont toujours peur de, c'est leur mot de donner un traumatisme à cet enfant qui est pas encore dans la famille. Et c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent sur cette grossesse d'après qui est particulière, on le sait, où il y a pour moi une insouciance qui n'est plus, puisque on a connu la mort, donc l'insouciance de la grossesse a disparu. Et les parents, en fait, essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour vraiment aborder sereinement cette grossesse et pour je reste persuadée que même in utero, on accompagne ce bébé qui arrive aussi dans sa future vie. Enfin, c'est le bébé, même s'il il existe administrativement quand il naît, pour moi, il ressente les choses pendant la grossesse. Et du coup, c'est un espèce de fil qu'on commence à tisser pendant la grossesse. Et je pense que les parents sont soucieux de pouvoir tisser un fil de qualité et sans apporter déjà forcément du trauma à ce bébé qui vient d'après. Donc, Ouais, si je oui, pardon. c'est vraiment la question sur le fait de pleurer enceinte ou de peur de Oui, pas aimer le bébé. C'est comment on vit deuil et ça. oui, c'est des questions très importantes et ce que dit Sarah, c'est très juste. C'est prouvé hein, neurophysiologiquement que le bébé ressent le stress de la maman, que la maman qui est stressée, elle sécrète du cortisol qui passe dans le placenta et le bébé qui arrive à la naissance, ben, il est imbibé de cortisol, mais ça on l'a vu pour des mamans dans des pays en guerre, on le voit pour les mamans qui sont malades par exemple, pour d'autres choses. Donc oui, là je vois Dominique Angelina, la peur de transmettre le stress et l'anxiété, oui, physiologiquement, on sait qu'une maman stressée
au niveau hormonal, ça passe dans le placenta et le bébé va être plus stressé. Ça, on le sait, mais on le sait, c'est pas que lié au fait d'être endeuillé. Encore une fois, les mamans qui travaillent beaucoup, le stress, c'est pas bon pour la santé, ni de la maman, ni du bébé. Le fait de le savoir, ça permet certaines fois d'être plus accompagné par rapport à ça, pour apprendre à gérer son stress. On sait que les grossesses qui arrivent après la perte d'un bébé sont des grossesses plus anxieuses. Ça, c'est aussi quelque chose qui est constaté. Alors souvent, si on a perdu à 14 semaines, 15 semaines, jusque-là, on prévient pas la famille, on nomme pas, on fait pas souvent il n'y a pas les démarches, on attend le cap fatidique. Euh, c'est une réalité. Donc j'ai envie de dire que si déjà on se pose la question, c'est pour moi plutôt rassurant parce qu'on n'est pas dans le déni Mm. et on va être attentif. Alors faut pas que ça soit trop non plus, hein, faut trouver le bon curseur, mais se poser la question, c'est pas être dans le déni. Et le déni, c'est le risque pour le coup d'un bébé de remplacement. Donc, des mamans qui s'autorisent à pleurer, à accueillir ce chagrin. Alors, le chagrin, il est très négatif dans notre société, mais euh, on peut pleurer. Alors, je vais mettre des guillemets parce que on peut pleurer sans stress. Je précise. Les pleurs, la tristesse, bien évidemment, souvent, c'est accompagné d'anxiété, de stress, mais les pleurs, c'est aussi quelque chose d'une forme de soulagement. On peut pleurer parce que ce bébé nous manque quand l'enfant arc-en-ciel arrive, certaines fois, on a un mélange dans la tête, c'est quand même hyper compliqué. On a ce bébé qui est là, on devrait être heureux, tout le monde, nanana, formidable. Et on pense à notre bébé mort avant et on se sent très coupable. On va se dire qu'on est une mauvaise mère, un mauvais père. Des fois, on compare. Et ça, c'est très envahissant. Donc, quand on sait qu'il peut y avoir ce risque-là. On est quand même beaucoup plus précautionneux à pas rester seul avec ces questions. Alors, je disais qu'il y a socialement encore un gros tabou, un grand tabou autour du deuil anténatal et périnatal, mais il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits, que ce soit des sages-femmes, que ce soit dans les maternités, certains psychologues, que ce soit bien évidemment les associations, de pas être seul et de pouvoir en parler, parler de ses peurs, parler de ses angoisses, pleurer parce qu'on est triste, parce que ce bébé, il va naître et puis il n'y a pas son grand frère, il n'y a pas sa grande sœur. Moi, c'est pas ce qui m'inquiète. Ça m'inquiète moins que le déni total. Parce que le déni fait souvent qu'on va, sans le faire exprès, projeter et investir comme un pansement, pour le coup, le bébé à naître. Alors que si je pleure, j'ai mon chagrin qui est auprès de ce bébé qui n'est plus là, et puis mon bonheur qui est auprès de ce bébé arc-en-ciel. Par contre, comme on est plus anxieux, et ben oui, on est plus anxieux. Si on le sait, on apprivoise cette anxiété. Dans les couples, c'est pas toujours évident parce on n'est pas à la même dynamique les uns et les autres, les unes et les autres. Mais voilà, on peut aussi avoir le relais de certains pour nous soutenir, nous encourager, faire confiance. Souvent, les bébés qui arrivent après, on les confie pas du tout pareil. Il y aura pas la nounou, il y aura pas la crèche. Ou en tout cas, le congé mat, il va durer plus longtemps. Il y a la peur de la vie parce qu'on a été confronté à la mort et toutes les personnes qui ont été confrontées à la perte brutale d'un proche, surtout un enfant, cette candeur dont parlait Nathalie pour les petits, on la perd nous en tant qu'adultes, on l'a pu parce qu'on sait que la mort peut arriver. Donc faut arriver. Enfin, c'est pas il y a qu'un faucon, c'est un vrai travail. Hein, c'est tout un processus d'apprivoiser ça et d'en faire quelque chose. Donc oui, je peux être dans le chagrin. Et c'est la peine de ce bébé. Si on l'a ritualisé, on peut certaines fois repenser peut-être à l'arbre qu'on a planté, aller se balader là, on avait mis une petite fleur ou ritualiser quelque chose pour poser son chagrin quelque part et redevenir disponible pour le bébé qui va naître. Ça, c'est vraiment important. Puis si, quand le bébé naît, on se rend compte que ce bébé arc-en-ciel, on compare trop, mais je mets un bémol, hein, c'est que quand on est parent, souvent, on compare. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Quand on a, alors, il y en a qui ont 15 enfants, mais quand on a deux ou trois déjà, on va comparer. Mais les plus grands, plus petits, il ressemble à son frère, à sa sœur, le bébé qui arrive à la naissance, on est tous dans les comparaisons. On peut
comparer les bébés à la naissance. Je vois un message aussi, on peut comparer la grossesse telle qu'elle se passe. Euh, et cette comparaison, elle est naturelle, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien quand on est parent. Là, ça va être plus marqué parce que le bébé auquel on compare, il est mort et on peut être anxieux dans quelque chose qui est très symbolique, de se dire, bah, je le compare à un bébé mort, il va mourir. Donc ça peut venir me parasiter moi dans ma disponibilité psychique à être avec mon bébé arc-en-ciel. Par contre, mon bébé arc-en-ciel, je t'ai dit je t'aime parce que j'aime beaucoup ce terme-là. Quand je le nourris, quand je l'allège dans le biberon, quand je le change, je peux lui parler de son grand frère, de sa grande sœur qui est mort. Si je suis triste et que tout d'un coup je pleure, au premier moment il me fait un petit gazouillis parce que vraiment c'est incroyable. Et à ce moment-là il fait ce gazouillis et j'ai l'image de mon bébé mort qui me submerge. Je peux dire à mon bébé, je suis désolée, je pleure, je suis triste parce que je pense à ton grand frère, à ta grande sœur, mais je suis heureuse que tu sois là. Ça va passer. Mettez des mots sur votre peine, sur votre chagrin. Quand on met des mots, ça peut paraître anecdotique, mais les mots permettent de ne plus être débordé par l'émotion. Et on a le droit d'être triste, mais il faut s'autoriser à parler à son bébé. Alors, le bébé, il va pas comprendre, bien évidemment, comme un enfant plus grand, mais il va pas y avoir le secret avec lui et vous allez retrouver votre disponibilité dans le regard, dans les interactions. Alors, je trouve ça aussi très beau ce que tu dis. C'est vraiment, on sent beaucoup de douceur. On peut pleurer avec son bébé, on peut accueillir ça et on peut aussi lui parler. Vraiment, merci d'encourager parce que je trouve que cette semaine de sensibilisation autour du deuil périnatal permet aussi d'oser des petits rituels. Alors, comme ils sont partagés, on ose les faire et puis ça peut permettre de les perpétuer dans l'année et de les initier. Donc, c'est aussi vraiment une belle semaine pour ça. Alors, avant de, de te laisser, parce qu'on arrive évidemment au terme du temps de la conférence, je ne voudrais pas terminer sans parler des papas. Alors, je sais que parfois on peut avoir un bébé, ça peut être deux femmes, deux hommes, mais quand c'est un couple avec un papa et une maman, on a l'impression que dans le cadre du deuil périnatal, le papa est un peu oublié et qu'il est un peu dans l'ombre parce que comme il n'a pas porté le bébé, bah, il serait encore moins impacté. Et nous, ce qu'on observe avec Sarah depuis maintenant 10 ans dans l'association, c'est que, ben, et on le voit ce soir, beaucoup de couples qui vivent cette grossesse, ce deuil à deux. Et voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces papas avant de terminer? Oui, je pense que c'est très important ta remarque parce que les papas sont vraiment mis de côté trop. Le focus, il est mis sur la maman. La maman, quand elle perd son bébé, certaines fois, elle peut se sentir très coupable en se disant, bah, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans mon corps pour que le bébé n'arrive pas bien, en bonne santé, etc. Euh, et les papas, ils peuvent se sentir très impuissants de voir la détresse de leur femme parce que c'est pas leur corps, c'est le corps de leur femme. Donc, il y a quelque chose qui est différent dans la grossesse. Et quand on perd un bébé autour du berceau, c'est souvent très ressenti par les papas. Et les papas, moi que je connais, souvent expriment leur difficulté à trouver leur place. Alors, dans une grossesse classique, c'est pas toujours évident, même s'il y a eu beaucoup de progrès. Mais quand on perd son bébé, on a vraiment cette impression que on perd, le papa, il a pas sa place, ou la co-maman, hein, dans ces situations comme ça, comme si tout était focalisé sur la femme qui portait le bébé. Et ces papas-là, et c'est pour ça que je dis les parents, ces papas-là, ils sont papas aussi. Même si le bébé n'a pas vécu, ils sont papas au même titre que la maman. Alors, l'évolution de la loi qui permet de mettre dans l'état civil les bébés décédés avant d'être nés à partir de la 14e semaine, parce qu'il y a cette barrière fatidique des 14 semaines d'autorisation d'IVG, donc avant on ne peut pas inscrire, mais on peut ritualiser autrement, on peut tout à fait mettre une plaque dans un cimetière au nom du prénom qu'on a donné à son enfant. Certaines fois, on n'a pas le sexe, mais à notre bébé, papa et maman, enfin, on voit des choses comme ça qui se font. Euh, et quand l'enfant peut être inscrit dans l'état civil, les papas ont une place aussi, socialement, qui est
différente que quand ils peuvent pas du tout s'inscrire. Mais en tout cas, ils ont auprès de les papas qui m'écoutent, votre deuil, votre souffrance, elle est réelle, il n'y a pas de nom pour la qualifier, mais votre place, elle est essentielle auprès de votre femme, auprès de votre enfant qui n'est plus là, parce que vous allez aussi porter sa mémoire. Et je pense que c'est vraiment important de le dire, par le souvenir, en parlant des projets que vous pouviez avoir, et, le, et aussi pour vos enfants, les grands qui sont là. La place du papa ou de la comaman, elle est fondamentale pour porter ensemble le deuil. Et un deuil, dans la souffrance du deuil, euh, on porte à plusieurs. Il ne s'agit pas de comparer, ça sera différent, mais on porte à plusieurs. Et les papas, ils ont vraiment à être accompagnés. Alors certaines fois, il y a des groupes de parole pour les papas endeuillés parce que c'est des questions très particulières. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a souvent un très fort sentiment d'impuissance. Et je pense à un papa qui me disait, mais moi, je ne l'ai même pas porté. Avec cette image, enfin pas qu'une image, cette réalité physiologique, un bébé qui décède in utero, un enfant qui grandit après, le papa il a des souvenirs de son enfant dans les bras, de l'attention qu'il a pu avoir, mais in utero il a les échographies, il n'a pas la sensation, il n'a pas tout ça, et c'est aussi particulier. Donc oui, Nathalie, il faut faire aussi prendre soin de tout le monde, des petits, des grands, des mamans, des papas, de tout le monde. Et oui, et je crois qu'en plus, par rapport à ces bébés arc-en-ciel dont on a parlé, qui éclairent beaucoup la soirée, euh, ben que le papa parle du bébé et que c'est pas juste la maman qui, parce qu'elle l'a porté, et que peut-être le papa s'autorise à parler de ce bébé qui n'est pas à son autre enfant, ça peut Mhm. être vraiment aussi quelque chose de tellement beau et de tellement aidant pour toute la famille. L'idée, c'est que face à moi j'appelle ça des fractures de vie, alors un terme un peu particulier, mais d'arriver à faire une continuité. Et tout ce tissage qu'on fait entre les vivants, les morts, ceux qui ont été là, ceux qui sont plus là, ceux qui auraient pu être là, c'est ça qui aide à être ensemble et à vivre ensemble. Et dans la mémoire des uns et des autres, ça peut être aussi très chouette qu'un papa puisse être ce lien de transmission, j'allais dire, qu'il puisse s'autoriser à l'être. Parce qu'il y a aussi ça socialement, les papas et les mamans, ils manifestent pas leur chagrin pareil. Souvent les papas, ils retournent vite au boulot et ils se noient dans le travail. Et ils vont avoir et ça veut pas dire qu'ils sont pas dans la peine et le chagrin, mais ils gèrent différemment. S'autoriser à se parler, là encore, avoir d'autres espaces avec, dans les associations pour échanger, pour parler, c'est important pour pouvoir se dire on est ensemble et quelle continuité de vie on peut faire et que ce bébé arc-en-ciel qui arrive, bah, que le papa il puisse aussi lui parler, s'autoriser à lui parler. Ça, c'est fondamental. Donc, il y a eu beaucoup de progrès pour faire une place au papa en cours de grossesse. Bon, on a vu que pendant le Covid, c'était vite retour aux mauvaises habitudes de mettre les papas en dehors des salles d'accouchement parce que voilà, il y a beaucoup d'enjeux sociétaux autour de ça. Mais quand un bébé décède autour du berceau, c'est vrai que la place du papa, il faut vraiment que les papas la forcent certaines fois. C'est pas facile et c'est un autre deuil, notre peine bien évidemment. Il s'agit pas de comparer, mais la douleur des papas, elle est réelle et je pense que c'est très important que tu aies pu le rappeler et tout le monde y est attentif. Ouais. Un grand merci Hélène pour tes mots qui sont tellement doux, tellement réconfortants et tellement en même temps éclairants. Donc voilà, vraiment on aime ce que tu fais. Je rappelle que tu as un podcast sur Instagram pour les parents, les professionnels qui nous écoutent ou qui nous écouteront en replay qui s'appelle Parentem et qui aborde beaucoup de sujets et aussi celui-là. Donc vous pouvez prolonger et aller un peu creuser certaines choses, puis une belle aussi beaucoup de livres et pour les enfants et pour les grands. Et celui-là que j'aime tout particulièrement avec ce titre dont tu as parlé, il s'appelle N'être pas, n'être mort. Et en même temps, on a vu ce soir qu'on peut enlever le N apostrophe de n'être pas, parce qu'on a vu, et c'est aussi un bel encouragement,
que ces bébés qui ne sont pas, qui ne sont plus ou qui n'ont pas été, bah, ils sont très présents et on en parle et ils font lien dans la famille, ils nous rendent humains, ils nous permettent d'être ensemble. Et donc moi, je trouve magnifique de leur faire cette place ce soir et grâce à toi, ça nous encourage encore plus à le faire. Bah, merci Nathalie, merci.